Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Clubhouse de Dribble, l'émission consacrée au football luxembourgeois. Pour m'épauler aujourd'hui, l'équipe moyenne mentale. Hello les gars, à ma gauche, Tana Michaud. Hello, hello. Julia Sins. Salut Simon. Et à ma droite, Florian Tonizo. Salut Simon, salut tout le monde. Vous avez passé un bon week-end? Rien à signaler, plutôt sympa. Plutôt pas mal. Beaucoup de choses sur nos pelouses luxembourgeoises. On a du travail, on va débriefer tout ça. Allez, on envoie le sommaire. Au sommaire cette semaine, le bilan complet de la 18e journée de BGL League, l'invité du jour Clément Couturier, milieu de terrain du Swift Espérange, retour sur la défaite du F91 face au Racing, focus sur les règlements de la FLF et les suspensions avec le récent imbroglio autour de Jeff Strasser et du Progrès Niederkorn, enfin les résultats et classements de la 18e journée de promotion d'honneur. Alors, on attaque le programme du jour avec les résultats de la 18e journée de championnat de BGL League. Le Swift a écrasé Strassen 3-0. Le Progrès a été battre sur sa pelouse de Victoria Aerosport. Le F91, la surprise, a été vaincu chez lui par le Racing. Kargeng et Ostert ont fait un match nul 0-0. Vils a vaincu la Jeunesse 3-2. Mondorf également s'est imposé 2-0 sur sa pelouse face à l'Union Titus Pétange. Le Fola confirme et gagne également 2-0 chez lui contre Monderkange. Enfin, Differdange écrase Etzela 6-0. On y va avec le classement les gars. En premier, le Swift Espérange avec 50 points, suivi par Dudelange 45. Le Progrès est 3e avec 38 points. Le Racing 4e avec 34. En queue de tableau, l'Etzela Ettelbruck avec 11 points, devant 15e Ostert 15 points, Rosport également 15 points, et le Fola qui commence tout doucement à s'en sortir avec 16 points. Qu'est-ce que ça dit les gars? C'était une belle petite journée. Ça dit qu'on peut parler d'une journée potentiellement décisive en haut de tableau, puisqu'on a vu une nouvelle victoire d'Espérange qui était pour le coup parfaitement logique, et une petite surprise du côté de Dudelange qui chute à domicile face au Racing. 5 points d'écart maintenant, ça pourrait peser très très gros en fin de saison. Plus loin tout à l'heure. En bas de tableau, qu'est-ce que ça dit? En bas de tableau, ça bouge un petit peu pour ceux qui ont gagné, notamment pour le Fola. Ça devient très très serré entre 5 équipes. On a une dernière équipe, donc Ettelbruck qui est bon dernier. Ettelbruck ça va être compliqué. Hein. Ouais, Ettelbruck très compliqué. Par contre, effectivement, pour la lutte pour le maintien, elle est... On a un trou qui s'est fait entre le 10e Strassen et Monderkange 11e, donc 22 points Strassen, Monderkange 17 points. Voilà, il y a 5 points d'écart, on peut dire que c'est un petit écart. Normalement, la course devrait jouer entre les 5 équipes qui sont entre 17 et 15 points. 6 peut-être si Ettelbruck remonte la pente, mais ça semble compliqué. Bon, là, on a quoi? On a 5 équipes en 2 points. Ouais, 5 équipes en 2 points. En effet, Ettelbruck est un peu plus bas. Mathématiquement, c'est encore possible, mais quand on voit les résultats depuis la reprise, ils ont quand même déjà pris 12 buts en 3 matchs, 3 défaites, 4-0 contre un concurrent direct, le Fola. La semaine dernière, ce week-end, 6-0 contre Differdange, qui était quand même pas dans la meilleure des formes. Ça commence à être très inquiétant. Il relance un peu tout le monde quand tu regardes. Il relance le Fola, il relance exactement. C'est un petit peu la spécialité malheureusement. C'est l'équipe à jouer du moment. Ouais, c'est ça. Pour la course à l'Europe, Pétange a perdu contre Mondorf, c'est assez surprenant, même si Mondorf a aussi gagné à Strassen la semaine dernière. Puis on peut rappeler que c'était sur le terrain de Mondorf qui est quand même toujours très compliqué à jouer, en particulier en ce moment. Et je vais ajouter qu'à Pétange, il manquait Abreu. Il manquait Abreu. C'est quand même leur meilleur jeu. Il était suspendu, c'est vrai. Ouais, suspendu. Sur la pelouse de Mondorf qui est toujours compliqué à manœuvrer. Match piège, et ils ont été piégés. Et surtout, ils ont vu le Progrès qui fait une remontada contre Rosport qui se quand même mené 2-0 à la mi-temps. Ils vont arracher la victoire dans les dernières minutes. Et de l'autre côté, le Racing qui a pris 3 points qu'on n'attendait pas forcément sur le côté de la pelouse de Dudelange. Donc c'est la mauvaise opération, elle est clairement pour Pétange. Il y a peut-être moins de régularité chez Pétange, tu vois, quand tu regardes comparé au Racing qui est quand même assez régulier, même surtout le Progrès qui arrive quand même à aligner les victoires. Pétange, tu vois, ça alterne. Pétange, ils étaient sur 3 victoires d'affilée.
Ouais, c'est sûr, mais ce qui est aussi inquiétant pour Pétange, c'est que les 2 prochaines journées, ça va être face à Espérange et Dudelange. Le Racing, ils ont déjà fait les 2 matchs-là. Le Progrès, il en reste plus qu'un, ce sera la dernière journée contre le Swift qui pourrait être intéressante. Donc, ça pourrait être des journées qui les éloignent potentiellement des places européennes, qui n'étaient pas forcément l'objectif de début de saison, mais je pense qu'aujourd'hui, personne n'est dupe, ils y pensent. Et le Progrès a gagné contre Dudelange, le Racing a gagné contre Dudelange. Exactement. Ça va être un bon test pour Pétange pour voir si ils peuvent faire partir de la course jusqu'à la fin. Parce que là, excuse-moi, on est sur 3 équipes à 5 points. Progrès, Racing, Pétange. Progrès, 38 points. 3e, Pétange, 33 points. Oui, c'est sûr que ça commence à faire un matelas qui est assez conséquent, surtout quand on sait que, comme on vient de dire, Pétange va avoir 2 journées très très compliquées à venir. Maintenant, il reste aussi les confrontations directes qui vont être là. Pétange, sur la première partie de saison, ont battu le Racing, ils ont battu le Progrès, donc ça peut jouer forcément en leur faveur, mais ça, l'avenir nous le dira. En parlant 1 minute du Swift, bon, c'est quand même fou. C'est 18 journées, c'est ça? C'est 2 matchs nuls, 16 victoires? C'est ça. Ouais, le rythme, il est impressionnant. Hier encore, il n'y a pas eu photo entre le Swift et le Strassen. Après, le Strassen, sur les 3 buts, donne 2 buts au Swift. Mais même dans le jeu, il n'y a vraiment pas photo entre le Swift et les autres équipes. C'est clair. Même s'ils ont parfois eu du mal contre des équipes un peu plus modestes. Je pense à Eurosport notamment, même s'ils avaient dominé, ils avaient concédé le nul. Ça reste assez impressionnant et on se demande où est-ce qu'ils vont s'arrêter, quoi. On va commencer à regarder des livres d'histoire et voir les champions avec le plus de points, enfin depuis la victoire à 3 points en tout cas. Oui, tout à fait. Souvenir, tout à fait. Et puis une des forces d'Espérange, enfin c'était en début de saison, c'était une question qu'on se posait, c'est est-ce qu'avoir un effectif aussi gros était quelque chose de bon ou dangereux? Jusqu'à maintenant, on voit que c'est une force. S'il y a une blessure, s'il y a une suspension, quelqu'un qui remplace, qui a un niveau extraordinaire aussi. Et face à ça, ça permet aussi sur le long terme d'avoir des résultats qui sont très intéressants. Après, les années précédentes, ils avaient aussi un effectif long comme le bras. Ça n'a jamais fonctionné. C'est sûr. Après cette saison, au dernier mercato, ils ont recruté beaucoup de joueurs aussi, mais plus de valeurs sûres de BGL League. Ils ont pris Gustavo. Oui, bien sûr. Ils ont pris quelques joueurs qui connaissaient le championnat. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas les autres saisons. Et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi. Le coach qui connaît bien l'équipe, qui connaît bien le championnat. Il connaît bien le club, il connaît bien... Il avait fait une pige avec l'équipe qui avait été très très bonne au final quand ils avaient fait remonter sur une 2e partie de saison. Et je pense aussi que surtout que les résultats valident les choix du coach, c'est-à-dire que quand on n'est pas satisfait de jouer, mais qu'au final l'équipe gagne 4-0, 5-0, 3-1 constamment, etc., la hiérarchie elle est assez claire et ça devient plus difficile de gueuler et de se plaindre de la situation, quoi. Les matchs pièges, même si les 2 matchs nuls, c'était pas contre des grosses équipes, il me semble, dans la phase. C'était contre Pétange et Eurosport. Pétange et Eurosport, ouais. Les matchs pièges à venir du Swift, vous les avez en tête? Il y aura le Progrès à la fin. Il y aura le Progrès en toute dernière journée, oui, etc. Il y aura forcément... Ils ont joué le Racing la semaine dernière. Ils ont joué le Racing la semaine dernière, ils vont jouer Pétange les semaines à venir. Et après, il y a toujours les déplacements compliqués, sur la pelouse de Mondorf, aller à Austert, etc. C'est toujours des matchs qui sont pas faciles à jouer. Ils ont une ossature, ils ont une vraie belle ossature, ils ont des mecs performants à chaque ligne. Absolument, si on regarde chaque ligne, devant Ryan Philippe et Dominique Stolz, on parle énormément de Ryan Philippe, mais tu en parleras tout à l'heure, Dominique Stolz, il a quand même des stats assez démentielles cette année aussi. Au milieu, Couturier, Terki, c'est ce qui se fait absolument de mieux, et la défense, on a un Jerry Prempeh qui est impeccable, et un Jordan Dupire, par exemple, au but, qui fait un boulot de dingue. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe, il n'y a pas grand chose à critiquer, le boulot est fait, le boulot est très bien fait. Ok, bon, le championnat c'est une belle série, on s'amuse bien à chaque fois. Vivement la semaine prochaine. En attendant, on reçoit notre premier invité, Clément Couturier, joueur du Swift Espérange. Donc, il a 29 ans. Il a joué en jeune à Chaumont, Auxerre, puis Dijon. Il a évolué en CFA2 à Dijon d'ailleurs. Il a participé à la formidable aventure des Herbiers qui ont été jusqu'en finale de la Coupe de France 2018 face au PSG. Il fut recruté tout de suite, quelques semaines après, au F91. Il a notamment participé à la campagne européenne 2018-2019, il me semble. Il a joué face au Milan AC, au Betis Séville et Olympiakos, il me semble. Un passage à Virton, puis de retour à Luxembourg. Une petite case Bastia Borgo entre temps. Il y a une petite pige à j'ai loupé. Merci. Une petite pige encore, ça va de revenir. Ok. Pas la même météo du coup. Pas la même météo, non. De retour au Swift, et donc nous accueillons Clément Couturier. Bonjour Clément,
Bienvenue. Merci à vous. Merci d'être présent à notre deuxième émission du Clubhouse de Dribble. Comment ça va? Bon week-end? Ouais, un très bon week-end. Un très bon week-end. Ça fait quoi de se réveiller 5 fois d'avance? C'est la première fois de la saison, il me semble, et c'est super parce que bon, le chemin est encore long, mais c'est la première fois qu'on entend d'avance et notre victoire plus la défaite de notre concurrent direct, c'est une bonne chose pour nous. Du coup, Casa vous a donné 2 jours de repos? Non, malheureusement non. Je vais à l'entraînement juste après. Ok. Ouais, t'es arrivé on va parler un peu de toi aussi, de ton parcours. T'es arrivé au Luxembourg en 2018. Qu'est-ce que tu connaissais de ce championnat-là? Parce que toi, t'as évolué essentiellement en France, dans les divisions inférieures. Déjà, est-ce que tu connaissais le Luxembourg? Puis comment elle s'est faite ton arrivée ici? À vrai dire, je connaissais vraiment pas grand-chose du Luxembourg. Je me doutais. J'habitais en Haute-Marne, donc à 200 km, donc j'entendais un petit peu, mais vraiment je connaissais rien du Luxembourg. Donc moi, j'ai fait quand les premiers contacts avec Dudelange sont arrivés, j'ai fait mes recherches personnelles et j'avais un copain, une connaissance du moins qui jouait au Luxembourg et du coup je l'ai appelé directement, je lui ai demandé et les retours ont été positifs, surtout concernant Dudelange parce que c'était le champion depuis plusieurs années, la possibilité de jouer la Coupe d'Europe c'était important donc voilà, j'ai pris la décision de venir ici, de sortir un peu de mon quotidien, de mon confort en France et bon, pour le moment je le regrette pas parce que ça a été une bonne aventure. Quand on veut te recruter, on met dans la balance l'éventuelle participation à une Coupe d'Europe. C'est vraiment ça fait une différence dans ton choix? Oui, vraiment, surtout à Dudelange, ils n'avaient jamais participé aux phases finales, mais bon, du coup je m'étais renseigné et tous les ans ils jouaient les tours préliminaires et quand on est un joueur, pour moi j'étais un joueur de national, donc en France j'aurais jamais pu jouer la Coupe d'Europe, même si peut-être c'était que des matchs, j'étais pas sûr de jouer, etc. Mais il y avait un petit challenge de la Coupe d'Europe qui est super important quand on vient de national, donc ça a été le grand changement pour moi de pouvoir. Voilà, c'est ça, l'argument principal. Oui. Sans regret surtout. Non. Finalement, non. Ça a été plus vite que prévu. Exactement. Okay. Et justement, pour continuer sur la Coupe d'Europe, voilà, c'était un exploit, la première qualification de Dudelange. Aujourd'hui, avec la Conference League qui est arrivée l'année dernière, est-ce que pour toi, un club luxembourgeois devrait se qualifier tous les ans ou est-ce que ce serait toujours un exploit? Ça reste toujours un exploit quand même quand on voit les adversaires. Nous, on a joué directement contre Donzale, juste avant que j'arrive, mais ça reste quand même des références sur le continent européen. C'est supérieur au Luxembourg, donc je pense que c'est un exploit, même si le fait que la conférence League arrive, on a plus de possibilités, mais ça reste quand même beaucoup de tours à passer, beaucoup d'adversaires qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer au Luxembourg, donc oui, ça reste un exploit. Après, c'est peut-être un petit peu plus abordable qu'avant. Et si on prend par exemple, je suis d'accord que c'est un exploit et qu'il y a beaucoup de tours, par contre il y a un certain avantage, c'est si on termine premier, parce que là on rentre dans les matchs de qualification pour la Ligue des Champions, et en fonction de ce qui se goupille, on peut être reversé dans une deuxième compétition, l'Europa League, ensuite la Conference League. Est-ce que si on part de ce postulat, est-ce que c'est vraiment trop ambitieux de se dire qu'on pourrait avoir le premier chaque saison qui arrive quand même à aller chercher une phase finale, même si c'est la Conference League? Pour le moment, pour moi, je pense que c'est encore un peu trop ambitieux de dire ça, même si la première place là au Luxembourg, elle est très très importante. On a vu Dudelange qui a failli faire en début de saison. Nous, on a vraiment envie d'avoir cette première place pour avoir le plus de chances possible. Donc, on va tout faire pour garder cette première place jusqu'au bout. Okay. Tu penses qu'une fois le titre acquis, ça sera vraiment l'objectif prioritaire en début de saison prochaine? D'être en phase de groupe, Europa League, Conference League? Oui, bien sûr. Ligue des Champions. Oui, bien sûr, on connaît les ambitions du club. Tout d'abord le titre de champion, et après on sait que si on a la chance d'être champion, on pensera tout de suite à la Coupe d'Europe, et je pense que si on en discute entre nous, ça ne les intéresse pas de faire 2 matchs, 4 matchs, c'est tout de suite aller chercher quelque chose de très important. Donc bien sûr, on y pensera, mais chaque chose en son temps. Et si on revient un peu plus sur toi, donc après l'expérience à Dudelange, il y a eu un petit tour, Belgique, Corse, etc. Tu es revenu ici, tu es revenu au Swift.
Tu n'es pas obligé de le dire, nous on va le dire, tu fais des excellentes performances au sein d'une équipe qui cartonne bien. Est-ce qu'il y a une part de toi qui pense encore un peu au monde pro, qui se dit pourquoi pas y retourner, ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose, tu as fait le tour? Bah, honnêtement, moi, j'y pense toujours parce que moi, pour enchaîner les bonnes performances, je suis toujours obligé de me mettre un objectif élevé. Donc, j'ai toujours envie de repartir dans le monde pro, de voir encore d'autres belles choses dans le monde du foot. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que je finirai au Luxembourg, et tant mieux. Mais dans mes objectifs, c'est de retourner dans le monde professionnel. Et voilà, peut-être que certains diront que c'est un peu trop ambitieux, mais moi, c'est mes objectifs et voilà, je vais tout faire pour faire les meilleures performances et on verra en fin de saison ou plus tard. Okay. En parallèle de ta carrière de sportif, tu as une petite carrière d'étudiant qui se goupille à côté. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que tu fais? Donc c'est dans le domaine du droit avec la Sorbonne, c'est ça à Paris? Ouais, c'est ça. C'est à distance. Moi je sais pas si c'est le bon moment d'en parler. Ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines. Les partiels c'était en même temps que le stage en Espagne, donc j'ai pas mis de côté, mais du moins en ce moment c'est un petit peu compliqué. J'ai une vie de famille aussi, donc c'est vrai que cet été j'ai été accepté à la Sorbonne en première année de droit. C'est un objectif qui, pour moi, était abordable. Sur le fait, c'est un petit peu compliqué parce que, bon, entre les entraînements, la vie de famille, les études de droit, c'est des études pas simples non plus. Donc j'ai commencé et, bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas mis de côté, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, je vais voir au fur et à mesure, en fonction du temps que j'ai, des possibilités. Et puis voilà, mais c'était un petit peu pour m'avancer pour mon après-carrière parce que le droit, ça m'intéresse, plus particulièrement le droit du sport. Donc c'est des choses qui peuvent m'intéresser. J'ai été diplômé d'un bac plus 2 aussi l'année dernière dans la gestion des organisations sportives. Donc j'essaie de mettre plus d'atouts de mon côté pour la fin de carrière. Et une après-carrière dans le monde du foot, mais vraiment, on va dire, au bord des terrains, etc., c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas plus que ça? Oui, ça peut m'intéresser. De plus en plus, je regarde beaucoup. Je suis très curieux de mon après-carrière. J'anticipe un petit peu, peut-être un peu trop, mais j'ai envie de rester dans le monde du foot. Les diplômes d'entraîneur, j'en ai un premier. Je sais pas, mais j'essaie d'avoir le plus d'arguments possible pour qu'à la fin, j'ai le plus de choix possible à faire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de son après-carrière, il faut quand même rappeler qu'il a 29 ans. Ouais. J'ai quand même que 29 ans. Ok. La saison, on parle un petit peu de cette saison, qui est quand même, on en parlait avant que tu arrives, les chiffres sont quand même dingues, 16 victoires de match nul. Ouais. Vous allez tout gagner jusqu'à la fin? C'est un objectif de rester invaincu, c'est très important parce que on sait que même si Dudelange a lâché quelques points, il y avait vraiment un mano à mano vraiment très intéressant et nous, si on parle que de nous, notre saison pour le moment elle est plus qu'aboutie et on va essayer d'y rester 12 matchs. Ça sera très important de garder les pieds sur terre et de garder notre avance au classement. Je pense qu'au Luxembourg, c'est jamais arrivé qu'une équipe soit invaincue toute une saison. Donc c'est un des objectifs, mais c'est surtout de garder la première place qui sera le plus important. Vous allez vous faire appeler les invincibles. ça serait pas mal, ça serait sympa. Ouais. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a discuté avec, que ce soit Casa, que ce soit avec toi, que ce soit avec d'autres joueurs du Swift, quand on posait la question est-ce que le Swift est favori pour le titre, il n'y avait jamais la réponse oui. Là, vous avez 5 points d'avance, vous êtes sur une dynamique qui est bien meilleure, vous avez un effectif qui est plus costaud. Ouais. Est-ce qu'il est temps de dire que le Swift est favori pour le titre ou toujours pas? Maintenant, ça devient difficile de se cacher. Honnêtement, je pense que tout le monde peut penser qu'on est les favoris. Nous, à l'intérieur, c'est pas la façon de penser, mais on se dit qu'on a vraiment des arguments pour être champion. Et maintenant, il reste 12 journées, on a 5 points d'avance. Notre objectif, c'est d'aller au bout et de gagner ce titre de champion. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous empêcher, vous-même,
Exactement, c'est ce que j'allais dire nous-mêmes. L'état d'esprit est différent parce que jusqu'à présent vous étiez côte à côte tout le temps, donc vous rentrez dans le match, il fallait absolument gagner, c'est quand même particulier. Oui. Là, maintenant avec un peu d'avance, il peut y avoir du relâchement. Moi je compte sur le coach pour... Je pense pas qu'il y ait un relâchement, c'est pas l'état d'esprit qui ressort de cette équipe honnêtement par rapport aux années précédentes. Cette année on sent vraiment un groupe que le coach a réussi à créer et ça c'est ce qu'on répète depuis le début, c'est très important pour nous, c'est ce qui nous faisait un petit peu défaut l'année précédente et là cette année voilà, notre seul adversaire pour moi c'est nous-mêmes si on oublie les priorités et pour le moment c'est encore pas arrivé mais il faut vraiment qu'on garde cet état d'esprit, cette notion de groupe, tous ensemble, je vois le match d'hier, il y a 3-0 à la mi-temps, notre seule réflexion à la mi-temps c'est de se dire on prend aucun but, on reste avec le clean sheet et ça c'est très important, tant qu'on a cette mentalité là, je pense que rien ne peut nous arriver. Merci Clément. Merci à vous. Bonne retraite. Quelques années encore. Bon match, Merci la semaine prochaine. Merci bien. Après le Swift, on passe au club rival cette saison, le F91, et sa défaite surprenante de hier. Effectivement, Simon, Dudelange a perdu 1-0 contre le Racing hier, sur un but dans les dernières minutes de Amek Zekaj. Donc c'est un nouveau coup dur pour Dudelange qui a subi sa deuxième défaite en 3 matchs depuis le début de l'année. Aujourd'hui, ils sont à 5 points, plus un goal average défavorable par rapport au Swift. Ouais. Donc ça fait presque 6 points à 12 journées de la fin. Ça commence à... On peut dire que le titre est perdu, tu penses? Non, pour moi c'est trop tôt de dire que le titre est perdu. J'allais dire tant qu'il y a encore 2 victoires d'écart, qu'il y a moins de 2 victoires d'écart, tout est possible. Et puis il y a encore une confrontation justement entre Dudelange et le Swift à la 25e journée. Donc c'est pas fini, mais c'est mal embarqué pour Dudelange. Flo, t'en penses quoi? Le Swift a désormais une marge de manœuvre avec ses 5 points d'avance. Ils peuvent se permettre un faux pas, limite 2, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où à chaque journée, le Swift était dans l'obligation de gagner pour soit rester au coude à coude, soit éventuellement passer devant en cas de contre-performance de Dudelange, ce qui s'est passé récemment. Donc là, ça change un petit peu la donne. Mais je pense que cette équipe, elle est quand même taillée pour rouler sur le championnat et on le voit, chaque week-end, ils ne se privent pas pour marquer 2, 3, 4, 5 buts. Je ne pense pas qu'ils vont baisser leur garde malgré le fait qu'ils aient de l'avance. Je pense qu'au contraire, ça va les inciter à carburer toujours autant et à aller gratter le moindre point possible à chaque fois. Tendai, qu'est-ce qui s'est passé cet hiver à Dudelange depuis la reprise, on n'a pas été habitué, 2 défaites en 3 matchs. 2 défaites en 3 matchs, alors certes face à des candidats à l'Europe, mais en première partie de saison, si on reprend le match aller contre le Racing, ils avaient gagné 4-2, mais ils auraient pu gagner 8-2, 9-2, tellement il y avait eu des occasions. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effectif talentueux, très talentueux, mais limité. Si on prend le dernier match face au F91, à part Frère et Stumpf sur le banc, il y a 3 juniors. Il y a l'absence de Sinani et tout de suite on voit que c'est très très compliqué quand il manque un joueur, ce qui n'est pas forcément le cas du côté d'Espérange. Vu comme ça, c'est sûr qu'avec un effectif limité, c'est sûr qu'avec un mental sûrement un peu en berne, parce que c'est un club qui était plus habitué à perdre 2 matchs sur 3, est-ce que le Dudelange peut vraiment se relancer pour essayer d'accrocher une équipe qui jusqu'à présent ne fait aucune concession? Moi ça me paraît très compliqué. Ils doivent compter sur un moins un faux pas avant le choc. Ils doivent compter sur un faux pas. Après, il y a aussi une chose qui n'était pas le cas avant, c'est qu'il y avait toujours cette forme de pression d'avoir le destin entre leurs mains. Cette fois, ils l'ont plus. Peut-être que ça va les libérer. Peut-être qu'ils vont arrêter de réfléchir constamment à ce que ça signifie pour le classement et se refocaliser sur gagner tranquillement. Match après match. Match après match, c'est un classique, c'est un cliché, mais peut-être que ça a une part de vérité. À voir si ils vont réussir à retrouver surtout une dynamique positive, parce que je pense que l'essentiel déjà, c'est ça, retrouver une dynamique de victoire contre n'importe quel adversaire. Il faut quand même faire attention derrière, parce que le progrès, il y a 7 points. Oui, non, mais là, ça reste 7 points, mais là, le progrès dans la forme dans laquelle ils sont... C'est un catastrophisme complet. Là, d'un coup, la semaine dernière, on parlait de jouer le titre jusqu'au bout. Alors oui, ils ont perdu, c'est encore plus dur. Mais là, de la regarder 3e,
de la regarder derrière? On peut analyser, un progrès qui est sur 7 victoires consécutives et Dudelange qui est sur 2 défaites en 3 matchs. Évidemment, c'est un scénario qui est encore loin de se réaliser, mais c'est pas forcément si déconnant de se dire que quelque chose pourrait arriver dans ce domaine-là. Les absents pour blessure, c'est du long terme? C'est Zinani? On a Diouf déjà en défense centrale, qui est absent plusieurs semaines. Ouais, déjà là, c'est un gros coup dur parce que contre le Progrès, déjà, Carlos Longueiro avait dû titulariser Agovic en défense. Ça avait été très compliqué d'ailleurs pour lui à ce moment-là. Agovic qui avait fait des matchs plutôt pas mal à ce poste jusqu'à présent, mais c'est sûr que c'est pas son poste de base. Bon, maintenant il y a Sidibé. Sidibé qui n'a pas été mauvais hier contre le Racing et qui semble avoir la forme physique maintenant pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Mais encore une fois, on en revient à la même chose pour moi, c'est un banc très léger. Mais c'est pas un problème de qualité au final, c'est un problème ni d'état d'esprit. Parce que je pense que mentalement, même avec un coach comme Fanguero, tu vois, ils vont pas lâcher le truc. Mais c'est qu'à un moment donné, tu es rattrapé aussi par tes limites, que ce soit voilà, d'effectifs. Là où le Swift, tu vois, là, il y a Sinani qui est absent, tu ressens tout de suite le coup dur. Le Swift, demain, ils ont Méditer qui est absent, bah, il y a le remplaçant qui va. Alors peut-être qu'il sera un peu moins fort, mais il fera largement l'affaire. Et ce nombre-là fait qu'ils sont moins impactés par les absences. Et ça joue pour aller au bout du championnat. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que face au Progrès, il n'y a pas eu match. Il y a eu une équipe qui a été largement meilleure que l'autre et c'était la fin du débat pour moi. Si on prend le match hier contre le Racing, ils ont eu des occasions pour l'ouvrir au score. Il y a eu un manque de finition, il y a eu des ratés qui en temps normal ne sont pas là. Donc voilà, la confiance peut-être qu'il commence à partir, mais il ne faut pas non plus s'alarmer. Il y a eu beaucoup d'occasions loupées. Dans le jeu, ils sont pas, 2 face-à-face ratés par Hadji et Magno, très ratés. Ce qui fait très mal à la fin, donc il ne faut pas non plus commencer à tout jeter en flammes. C'est un mauvais résultat, aux conséquences potentiellement lourdes, mais je pense que Dudelange est capable de se relever dès la semaine prochaine. Le choc, il est loin. Hein. Le choc, il est dans 7 matchs. Il y a 6 journées entre. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est ces équipes comme le Progrès, je pense, a ouvert un petit peu la voie. Et le Racing maintenant aussi, c'est ces équipes qui vont jouer peut-être plus décomplexées aussi face à Dudelange, là où avant, peut-être sur la phase aller, on se contentait de aller, peut-être on peut accrocher le nul. Et là, on aborde peut-être le match autrement, en tentant crânement sa chance, en jouant de façon plus ouverte, en allant chercher cette victoire. Et ça peut donner des idées aux autres équipes sur la phase retour. Et ça aussi, ça peut faire la différence. Dudelange qui n'est peut-être pas habitué à ça aussi, de jouer différemment face à ces équipes-là. Il y a le bus, mettre le bus. Ouais. Mettre le bus. On enchaîne sur le vous avez parlé tout à l'heure de progrès contre Dudelange. On va revenir sur l'imbroglio en termes de suspension, pas suspension. C'est vrai que c'est une histoire qui a fait pas mal de bruit, qu'on a réussi à révéler par notre média. En fait, pour résumer la situation, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de tout, Jeff Strasser avait reçu un 5e carton jaune lors du derby contre Differdange début décembre. Un carton qui avait été officialisé par le BIO de la fédération, qui confirmait donc qu'il avait une suspension à purger. Pour le match suivant. Et le match suivant de championnat était contre Dudelange. Sauf que Jeff Strasser et le Progrès, en la personne de Thomas Guigoman, ont bien précisé à la fédération et ont demandé si c'était possible de purger cette suspension dans un match de Coupe des Princes face à Dudelange. Ça, c'est le petit hasard du sort. Ça a été validé par la fédération, qui est donc l'autorité dans ce genre de situation. Et donc, de leur côté, la suspension a été effectuée dans ce match-là. Et Jeff Strasser... Exactement, ce match de minime. Et Jeff Strasser avait donc le droit d'être sur le banc face à Dudelange. Il y a eu une petite polémique qui est montée vis-à-vis de cela. Je pense qu'il est important de préciser que le Progrès n'a absolument rien fait contraire au règlement et qu'à partir de là, tout a été confirmé par la fédération. Tout a été confirmé par la fédération, ils sont droits dans leurs bottes, tout était réglo. Maintenant, la question que ça soulève, c'est évidemment la question d'une réglementation qui est quand même assez absurde, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait de pouvoir purger sa suspension dans un match de réserve, dans un match de minime, ça enlève pour moi toutes les conséquences et toute l'importance d'une suspension. C'est complètement dingue. Voilà. C'est lunaire. C'est clairement quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le football professionnel, en Ligue 1, que ce soit en Ligue 1 ou en Allemagne, ou peu importe. On n'a jamais vu un entraîneur ou même un joueur qui purgeait une suspension dans l'équipe réserve. Donc à ce niveau-là, déjà, c'est assez absurde. Pour les joueurs, c'est aussi possible de purger sa suspension en équipe réserve.
Et donc ça pose. C'est tout aussi dingue. Bah ça enlève totalement le concept et le côté qui va calmer les joueurs à prendre des cartons, parce que si ça veut dire que derrière on a juste à mettre son nom sur une feuille de match d'une compétition qui ne nous intéresse pas et qu'ensuite on peut revenir jouer comme si de rien n'était, ça paraît absurde. On a eu l'occasion de parler à beaucoup de joueurs, à beaucoup d'entraîneurs, qui sont évidemment tous au courant de cette règle, qui disent tous l'utiliser, mais qui disent aussi tous qu'elle est absurde. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses, quoi. Bah déjà, c'est pas nous. Hein. Nous, on peut rien faire. Hein. On peut essayer de mettre un règlement dans le dribble, mais ça n'aura pas beaucoup d'influence ni de légalité. Tout est entre les mains de la fédération. Est-ce qu'on sait ce qu'ils pensent de ça? Enfin, tout va bien. On peut que leur demander officiellement d'adapter les règlements, de les changer, de les mettre à jour. Mais à part ça, tout est entre les mains de la fédération. Il va falloir songer à une modification, je pense, parce que là, ça amène au-delà peut-être des dérives ou des abus, mais ça peut être déterminant sur des matchs décisifs. Tu vois, un match qui peut déterminer le titre, par exemple. Un des entraîneurs, un des joueurs qui devrait être suspendu, à purger avec la réserve ou autre. Ouais, une suspension, ça a un intérêt, et là, ça perd tout son intérêt. Moi, je trouve qu'au-delà de ce que ça peut apporter comme problème entre équipes, d'injustice, de sentiment d'injustice, moi, je trouve que c'est l'image. C'est pas sérieux, en fait. Oui, absolument. C'est surtout ça. Le Luxembourg a déjà une image d'un championnat non professionnel où les gens vont... Semi-amateur, semi-professionnel, on ne sait pas, en fait. Et quand les gens le regardent de haut et que nous, on essaye de le défendre tant bien que mal et qu'on entend parler de genre de réglementation, etc., ça devient compliqué de dire que non, c'est sérieux ici, parce que pour moi, cette règle, c'est à l'opposé du sérieux, quoi. C'est limite comique, tellement ce genre de choses peuvent arriver ici. Si cet événement-là, il est repris, tu vois, dans la presse tu vois, française, internationale, un petit peu, on va se faire railler, quoi. Ah bah oui, encore une fois. À juste titre. Et à juste titre. Et tu vois, c'est dommage qu'il y a des choses qui sont bien faites, il y a des clubs qui essaient de bien travailler, il y a des équipes qui ont quand même un niveau largement correct, qui font des parcours en tour préliminaire de Coupe d'Europe, tu vois, comme Dudelange. Et puis derrière, il y a des trucs comme ça qui viennent tirer vers le bas, malheureusement, l'image du championnat, ça c'est dommage. Je pense que c'est assez symbolique au final de ce qu'est un peu le championnat luxembourgeois aujourd'hui, c'est-à-dire un championnat de vitesse, entre en effet des clubs qui essayent de tirer vers le haut, qui essayent de se moderniser, qui essayent de dynamiser le tout, et des institutions qui ne sont pas adaptées, je pense, à ce qu'est le football aujourd'hui, et qui restent un peu dans un monde qui n'existe plus vraiment. Et malheureusement, on ressent pas trop, en tout cas je ressens pas trop, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde ici, je ressens pas trop chez eux un sentiment d'urgence de changer tout ça. Non, mais après le problème c'est qu'on fait tous le constat, on en parle souvent entre nous, de plusieurs choses qui pourraient mieux fonctionner, des choses simples à mettre en place mais qui ne sont pas mises en place. On en parlera lors d'une prochaine émission, la programmation des matchs, tous les matchs du BGL League le dimanche à 16h, la promotion d'honneur également à 16h le dimanche. C'est compliqué de valoriser les matchs. Ça va être compliqué d'en parler dans une émission de 25 minutes, on aura besoin de beaucoup plus de temps pour s'occuper de tout ça. Avec plein d'invités, si on peut aussi, si le membre de la fédération, un des membres peut représenter, on les accueillera avec grand plaisir. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est à la fédération de faire. Nous, on peut leur balancer quelques idées comme ça. Je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent en plus de ça, et qu'ils nous considèrent vraiment. Mais à part proposer, on ne peut rien faire. Il faut un passage à l'action. Le règlement, c'est la première des choses. Mais il fallait même le faire avant que ce genre de choses se déroulent. Mais voilà. Ouais, c'est sûr. On a besoin d'avoir un passage à l'action, de professionnaliser tout ça. Je sais pas. Après, cet événement-là, peut servir à faire bouger les choses. J'y crois moyennement, même en le disant. Mais... C'est ce qu'il faut se dire, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait son lot de polémique. On a vu des gens s'écharper pas mal sur cette histoire. Mais ce qu'on a remarqué dans l'ensemble, c'est que personne n'était vraiment en train de critiquer le progrès, ou personne n'était vraiment en train de critiquer... Non, bien sûr. N'importe qui l'aurait fait, de toute façon. Oui. Non, mais néanmoins, on n'a pas eu non plus un communiqué de presse de la fédération qui clarifiait les choses. Enfin, la polémique, peut-être que... Ouais, je sais. Non, mais nous, on communique sur cette information, ça fait réagir les gens qui nous suivent, mais une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, rendez-vous à la prochaine. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une réflexion qui a été mise en place au sein de la Fédé, qui soit rendu compte de l'incongruité de cette règle, et que d'ici peu de temps, on pourra avoir une assemblée générale extraordinaire et voir une révision des statuts et des règlements. Ok, très bien. Bon, on a dit tout ce qu'on pouvait dire à ce sujet maintenant.
À vous, messieurs de la fédération, de nous épater. On termine, les gars, cette émission avec le retour sur la dernière journée de promotion d'honneur. C'est ça. Flo, à toi. Avec pas mal de mouvements. Young Leinster qui s'est imposé avec surprise un petit peu, quand même, face à Rumelange, victoire 1-0. Okay. Qui permet au club de grimper à la 14e place, 19 points. Ça fait un petit matelas par rapport aux deux dernières équipes qui sont Bissen, 15 points et Chiren, 8 points. Alors le Maris Kamersch, c'était un petit peu l'équipe de ce début de saison qui était leader à la trêve. On avait reçu notamment l'entraîneur Michael Zaretsky ici dans nos locaux. Son équipe ne s'était plus imposée depuis 4 matchs, 3 nuls et 1 défaite. Ah ouais. Et là, grâce à un doublé de Benjamin Brech, qui culmine à 20 buts en promotion d'honneur. Ouais, ils sortent d'une sale série, là, ça leur fait du bien. Et ouais, cette victoire 2-1 face à ma mère leur fait du bien, donc 3e au classement. Ils sont bien Chifflange. Chifflange, 38 points, Chifflange, 2-1 face à Grevenmacher. Et Bettembourg, juste derrière, je le disais, victoire 5-1 face à Chiren, la lanterne rouge. Il n'y a pas de surprise. 36 points juste derrière à 2 points, donc ça se tire pas mal le bourg. On a 7 points entre le premier et le 4e, entre Chifflange et Rodange. Ouais, Rodange qui est toujours dans le coup, qui est un peu en embuscade. Pour les barrages, se battre pour les barrages. 5-6 équipes. Mais Chifflange a fait un pas intéressant, en tout cas pour les 3 premières places. Ok les gars, on a fini pour aujourd'hui. On a fait le tour de l'information. Peut-être quelques infos sur le foot étranger. Tu avais des choses encore à noter? Ouais, j'avais noté 2-3 trucs comme ça, pêle-mêle. On a Maxime Chanot qui a repris le championnat en MLS avec son équipe de New York City. Bon, défaite 2-0 face à Nashville et un petit carton jaune. Reprise un petit peu animée et agitée. On a l'Union Saint-Gilloise en Belgique qu'on suit régulièrement grâce à son gardien Anthony Maurice. L'Union Saint-Gilloise qui connaît son adversaire en Ligue Europa. Pour les 8e de finale, ce sera l'Union Berlin. Donc le 9 et le 16 mars, match retour le 16 mars à domicile en Belgique. C'est un tirage. Le deuxième en Bundesliga quand même. Deuxième ou troisième? Moi j'ai confiance en Anthony Maurice. Ok, ça va. Et puis la dernière petite info comme ça que j'avais notée, c'était Dirk Carlson qui a disputé son premier match en D2 autrichienne avec St. Pölten. Victoire 2-0 face à la réserve de Sturm Graz. Ok, c'est top. Merci à vous les gars, c'était sympa. Ouais, c'était cool. Ok, on se revoit la semaine prochaine. Exactement. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre chaîne Moyenne Mentale TV, sur YouTube évidemment, et suivez-nous sur nos comptes réseaux sociaux, compte Moyenne Mentale. A bientôt la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Salut.